Bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, épisode numéro 2 du podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler du concept de sublimation. Ce concept qui intrigue et pousse à la réflexion est issu de Freud. La sublimation allie énergie sexuelle transformée et expression artistique forgée par la pulsion. Ce concept qui a inspiré l'origine et le nom de ces podcasts, Cinéden Sublime, nous est expliqué aujourd'hui. J'ai l'honneur d'inviter Alain Héril, de formation psychanalytique. Il est sexothérapeute et psychothérapeute depuis plus de 20 ans. Aussi superviseur, formateur et écrivain, Alain connaît et s'intéresse à la complexité du désir chez les humains et les rapports particuliers qu'entretiennent la sexualité et l'inconscient. Bonjour Alain, je suis heureuse de t'avoir pour ce second podcast des sexualités. D'abord parce que j'ai eu l'honneur d'avoir été formée par toi en spécialisation sexothérapie et même en psychothérapie. Et je voulais absolument t'avoir sur ce podcast parce qu'au fil des années, tu as pu observer, étudier, rencontrer et même accompagner un bon nombre de personnes sur cette thématique qui nous anime tous plus ou moins de près ou de loin. Première question un peu générique, peut-être même naïve, mais comment définirais-tu la sexualité et où sa position dans notre société en quelques phrases aujourd'hui? Oui, bonjour Cinéden. Déjà, merci de m'inviter sur ce podcast. J'y suis vraiment avec grand plaisir et autour de ce thème de la sublimation qui n'est pas un thème si simple que ça. Pour répondre à ta question sur comment je définirais la sexualité, tu as prononcé un mot qui est important, c'est le mot désir. Pour Oui. moi, à travers les recherches que je peux faire et puis ce que j'ai entendu dans mon cabinet depuis déjà quelques décennies, je pense que le mot-clé de la sexualité, c'est le mot désir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous ayons envie, à un moment donné, d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là plutôt qu'une autre, à ce moment-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui compose nos fantasmes? Qu'est-ce qui compose nos projections? Qu'est-ce qui fait que on est dans un rapport à son corps qui est lié au plaisir, qui est lié à la recherche de l'excitation, du nouveau et tout ça. Enfin, tous ces éléments-là, pour moi, se résument au mot désir. Donc, je dirais que la sexualité, c'est vraiment l'ensemble des espaces où le désir s'exprime. Pour moi, c'est ça, la sexualité. Donc, c'est pas essentiellement le rapport sexuel en lui-même, mais c'est tout ce qui nous met en désir, tout ce qui fait de nous des êtres désirants. Et donc, on est sur un terrain qui est très très large, très complexe et évidemment très 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 passionnant. Euh, Par rapport à notre société actuelle, je trouve que le désir s'est élargi. Il s'est élargi dans la mesure où, eh bien, on est dans un rapport au désir qui est multiple, qui est multiforme, avec la question du genre qui s'est ouverte, avec un rapport à soi-même qui s'est ouvert également. Et je trouve qu'on est dans une époque qui est formidable à ce niveau-là, parce que c'est une époque qui questionne le désir humain de façon différente, et différente d'il y a ne serait-ce qu'un siècle. Et donc, Oui. je me situe en tant que chercheur de désir, si je puis dire, aventurier du désir. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui me paraissent extrêmement importants. Et ton podcast aussi, tu es une aventurière du désir, toi aussi. Et je crois que c'est vraiment là qu'il est important de se situer pour sortir d'un rapport à la sexualité qui soit trop direct, trop dans l'accumulation, trop dans le génital, pour donner aussi Ouais. à cette notion de désir une plus grande ouverture.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que tu as les bons mots pour définir ce terme. Avant de parler du concept de sublimation, il me semble important d'aborder le concept de pulsion. Peux-tu expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est concrètement? Alors, la pulsion, évidemment, je vais me placer du côté de la psychanalyse pour répondre, parce que ça, Sigmund Freud a beaucoup travaillé là-dessus, avec plusieurs théories autour de la pulsion. De manière simple, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la pulsion, elle est issue de l'inconscient. Et que la pulsion, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous met en mouvement, et c'est une énergie qui est, on pourrait dire, plus forte et plus grande que nous. Nous avons à l'intérieur de nous des pulsions qui sont des pulsions liées à l'inconscient, qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Je dirais que c'est presque comme si nous étions un volcan et que la pulsion, c'est le magma qu'il y a à D'accord. l'intérieur de nous. Donc si on est trop dans la pulsion, le magma va tout détruire, va tout emporter avec lui. Donc c'est comment on peut vivre avec cette énergie, qui est une énergie sexuelle, on peut traduire aussi sous le terme de libido, et comment vivre avec cette énergie, comment la connaître, et en même temps comment la contrôler, parce que comme c'est de l'inconscient individuel, mais aussi de l'inconscient collectif, on peut être facilement dépassé par sa pulsion, emporté par sa pulsion. Nous avons à l'intérieur de nous des pulsions qui sont des pulsions très archaïques, des pulsions de meurtre, des pulsions de dévoration, des pulsions qui nous dépassent, mais aussi des pulsions qui sont très lumineuses. Il y a de l'ombre et de la lumière dans les pulsions. Oui. Et à chaque fois, nous transformons nos pulsions dans ce qu'on appelle des pulsions partielles. C'est-à-dire qu'on vit très rarement une pulsion dans son énergie entière. Je vais donner un exemple. Je parlais de pulsion de dévoration. On peut avoir à l'intérieur de soi une pulsion de dévoration qui va se réveiller, qui va faire qu'on a envie de manger réellement la personne qui est en face de soi. On va pas le faire parce que nous sommes des êtres civilisés, mais en revanche, on va lui dire tu es belle à croquer. On va avoir des pratiques sexuelles comme la fellation, le cunilingus. La pulsion, c'est quelque chose, c'est une poussée et c'est quelque chose qui va chercher à se réaliser dans la réalité. Et donc, quand je parle de pulsion de dévoration, on va, par rapport à un partenaire, on va adapter la pulsion, on va jouer avec cette énergie. Et donc, on ne va pas manger l'autre, on va pas le tuer, évidemment, mais on va jouer avec ces éléments-là. Les personnes qui obéissent à leur pulsion de manière globale, là, on est dans le registre de la psychose, du serial killer et tout ça. C'est pas le cas, bien entendu, de la plupart des êtres humains. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette énergie qui est extrêmement puissante, on la transforme, on s'en sert pour jouir, pour jouer avec l'autre, pour avoir un rapport sexuel, et puis pour d'une certaine manière, et on est dans notre thème, d'une certaine manière, sublimer la pulsion pour la transformer en autre chose que quelque chose de destructeur, et pour en faire quelque chose qui va devenir constructif, créatif, ludique. C'est ça qui est en jeu. C'est vraiment utiliser l'énergie de la pulsion, qui, je le répète, vient de l'inconscient, pour la transformer en quelque chose qui soit agréable d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue relationnel, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment énorme, la pulsion, hein, qui peut facilement nous dépasser. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment dans le désir et dans la sexualité, ben, on joue avec la pulsion, on joue aussi, et ça nous permet de créer, d'inventer, d'imaginer, et cette énergie qui n'est ni bonne ni mauvaise dans l'inconscient, et ben on va la transformer en quelque chose qui va nous magnifier d'une certaine manière. Oui. En parlant du concept de sublimation, il y a énormément de définitions relativement complexes pour les personnes novices de la psychologie. Peux-tu nous donner ta définition du concept de Bah, sublimation? oui, je vais donner une définition qui est simple. C'est que la sublimation, c'est utiliser l'énergie sexuelle, donc la libido, la pulsion,
c'est utiliser cette énergie à d'autres fins que la sexualité. Mmh. C'est ça, pour moi, c'est ça la sublimation. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette énergie pour des actes, pour des comportements qui ne sont pas directement sexuels, mais qui s'appuient sur l'énergie sexuelle, sur cette formidable énergie sexuelle, pulsionnelle et en lien avec la libido. Donc la sublimation, c'est une transformation. D'accord. Est-ce que ce concept est synonyme de désexualisation, finalement? Absolument pas. Pour moi, ce concept, c'est pas de la désexualisation, c'est au contraire une autre manière de sexualiser son comportement. D'accord. Quand un artiste, je vais prendre l'exemple d'un peintre, quand un peintre fait une toile, réalise quelque chose, il s'appuie sur une énergie sexuelle qui est une énergie de vie, bien entendu. Euh, mais le geste qu'il va avoir, le geste de peindre, quel que soit ce qu'il est en train de peindre, il n'est pas directement sexuel, mais il est très sexualisé, ce geste-là. Et Oui. donc c'est pas une désexualisation, je dirais que c'est une organisation différente de son énergie sexuelle, parce que la désexualisation en tant que telle, ça serait plutôt la dépression, ça serait plutôt l'indifférence. Et là, on Oui. n'est pas du tout sur ces terrains-là. On est au contraire sur des terrains qui sont très brûlants, très actifs, très dynamiques, très vivants. Donc la sublimation, c'est vraiment de l'énergie sexuelle qui n'est pas directement sexuelle, mais qui est vraiment très sexualisée. D'accord, et concrètement, à quoi sert la sublimation dans notre vie, dans notre quotidien? Quel pouvoir, ce concept a sur nous? La sublimation peut avoir sur nous? Ben, ça nous sert à vivre et à rêver. Je pense que la notion de rêve, la notion d'utopie, la notion de création, elle est fondamentale pour tous les êtres humains et que nous avons besoin de cette dimension de la sublimation pour inventer des choses. Ça nous sert aussi à aimer la sublimation. L'amour, c'est de la sublimation. D'accord. Donc, dans la sublimation, on projette, on imagine, on met en place des scénarios qui nous rendent plus grands, plus beaux, plus en expansion. Et pour moi, c'est vraiment ça l'importance de la sublimation. Et c'est tout sauf la désexualisation, bien entendu. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui est très actif dans nos fonctionnements les uns avec les autres. Tout le monde peut avoir la capacité de sublimer? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Comment l'obtient-on? Ben, je pense que c'est quelque chose qui est alors j'aurais tendance à dire que c'est inné, et en même temps c'est de l'ordre de l'acquis, c'est-à-dire que c'est aussi un apprentissage. Mais le bébé qui vient au monde, il est déjà dans l'énergie de vie. Il a besoin de cette énergie pour passer d'un stade qui est celui qu'il vit dans le ventre de sa mère à un stade aérobique dans le monde qui est le nôtre. Oui. Donc il a besoin de cette pulsion de vie, ce qu'on appelle l'éros. Il a besoin de cet éros pour avancer. Et tout le monde a une capacité à sublimer parce que tout le monde rêve sa vie, tout le monde a une projection devant lui, une utopie, et même le tout petit enfant, c'est la même chose. Mmh. Euh, Quand on regarde un enfant qui apprend à marcher, c'est absolument génial. Quand un enfant apprend à marcher, il ne va jamais vers sa mère ou vers son père. Il est toujours en train de s'éloigner. Il est toujours en train de partir pour conquérir le monde. Et il s'appuie sur cette énergie, il s'appuie sur sa sublimation, il s'appuie sur sa pulsion, il s'appuie sur sa libido pour avancer, pour conquérir, pour découvrir. Voilà, nous sommes toutes et tous des explorateurs qui avançons pour essayer de comprendre le monde, comprendre les autres et de nous comprendre nous-mêmes. Et pour moi, tout ça fait partie de la sublimation. D'accord. Peut-on se laisser absorber par la sublimation? Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Heu, Peut-elle être utilisée à mauvais escient ou pas du tout?
Alors oui, 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 c'est une question très intéressante que tu me poses là, parce que la sublimation, elle peut avoir un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est de s'y perdre. Je disais que la sublimation nous sert à rêver, mais à un moment donné, il est important de mettre les choses en acte, de s'inscrire dans la réalité. Et si on reste tout le temps dans la sublimation, donc dans une sublimation qui n'est pas actée, qui est essentiellement rêvée, qui est essentiellement dans son mental et dans son imaginaire, oui, là, il y a le risque de perdre le contact avec la réalité, de perdre le contact avec les autres, et je dirais même d'une certaine manière de perdre le contact avec soi-même. Donc il y a des aspects négatifs de la sublimation qui emmènent l'individu dans une coupure avec le monde et avec lui-même. D'une certaine manière, c'est ce qu'on va retrouver chez ces personnes qui veulent quitter le monde, qui veulent être à mon sens, dans un trop grand isolement et qui ne sont essentiellement que en train de rêver leur vie sans jamais mettre en pratique leurs rêves. C'est important de rêver, c'est important d'avoir une utopie, c'est important de sublimer, mais à un moment donné, c'est important aussi d'être en lien avec la réalité pour transformer la réalité à partir de notre énergie de vie, notre héros, c'est notre libido. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de la peinture. As-tu des exemples concrets de sublimation dans la vie quotidienne? Oui, oui. Alors, je parlais de l'amour tout à l'heure. Pour moi, l'amour, c'est de la sublimation. Aimer quelqu'un, c'est sublimer la relation. Aimer quelqu'un, c'est faire en sorte que une situation, une relation ne soit pas essentiellement faite que de quotidien et de contraintes. C'est ça la sublimation. Quand on fait, je vais prendre des exemples simples. Quand on fait à manger pour des amis, par exemple, on est dans la sublimation. On va avoir envie de faire plaisir, on va avoir envie de partager, on va avoir envie que ce soit bon, que ce soit un plaisir qui soit commun. Donc déjà, rien que le moment où on prépare, on utilise son énergie de sublimation pour faire plaisir aux autres. Quand on va dans une exposition, c'est de la sublimation, c'est-à-dire que tous les moments où on est en lien avec la possibilité du plaisir, et que ce soit du plaisir solitaire ou du plaisir partagé, on est dans la sublimation et on est dans le versant extrêmement positif de la sublimation. Je dirais que c'est une sublimation partagée. Et quand on est ensemble, imaginons des milliers de personnes qui sont en train d'écouter un concert, par exemple, et qui sont pris dans la musique, qui sont en état de transe, c'est de la sublimation partagée, c'est de la sublimation collective. Et là, c'est quelque chose qui nous porte et quelque chose qui nous met à l'endroit où nous sommes le plus vivant et le plus vibrant. D'accord. Hem, Avec ton expérience, comment as-tu vu évoluer le concept de sublimation dans le temps? Si on devait faire une rétrospective succincte de cette notion entre sa découverte à l'époque de Freud et ce qui l'entoure aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, ce genre de choses, est-ce que tu y as vu une évolution et si oui, quelle est-elle? Bah, l'évolution que je peux voir, elle est sur plusieurs terrains. C'est-à-dire que, d'une part, il y a la place que prennent les femmes depuis une cinquantaine d'années, justement dans l'appropriation du concept de sublimation. Avant, c'était très réservé aux hommes. Oui. Et d'ailleurs, bon, Freud est quelqu'un qui a écrit des choses extraordinaires, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait des erreurs. Et Freud pensait que la libido, elle était essentiellement masculine. Mmh. Donc on sait maintenant que la libido n'est pas essentiellement masculine, qu'elle est aussi féminine et qu'elle est même au-delà des genres masculins et féminins. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que la façon dont les femmes prennent en charge leurs possibilités de sublimation et leurs possibilités artistiques, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que tu en es un exemple, toi aussi, de ce que je suis en train de dire. Et puis d'autre part, il y a aussi le rapport à l'image, le rapport à soi. Et là, on est plus sur le terrain des réseaux sociaux, c'est-à-dire sur un espace où on peut se mettre en scène, on peut jouer avec son image, on peut jouer avec soi-même, on peut se rêver
dans les réseaux sociaux, mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bien sûr, on peut se perdre aussi dans cette rêverie, Bien sûr. on peut se perdre sur Instagram, sur Facebook et autres, mais je crois que je retiendrai là maintenant deux choses, c'est-à-dire que la féminisation de la sublimation, si je puis dire, et en même temps le jeu avec la sublimation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui va passer par l'image de soi-même, donc par une autre forme de narcissisme. Tout à l'heure, on a commencé l'introduction avec, tu nous as donné une très belle définition de ce qu'était la sexualité. J'aimerais rebondir sur ça. Quels conseils peux-tu donner aux personnes qui culpabilisent des pensées sexuelles qu'elles peuvent avoir et qu'elles estiment parfois comme anormales, déviantes, bien que le terme de normal et anormal, je le prends avec des pincettes. Mais voilà, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes qui culpabilisent des pensées sexuelles qu'elles peuvent avoir, telles qu'elles soient? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que, sauf si on est dans quelque chose que la loi réprime, et en fait, il y a deux ou trois terrains principaux, c'est-à-dire le fait de chercher à détruire l'autre, par exemple le viol, la pédophilie, la zoophilie, voilà ces éléments-là qui sont des espaces punis par la loi, si je puis dire. Ouais. En dehors de ça, euh, il n'y a pas de pensée anormale. En dehors de ça, on peut penser ce que l'on veut, on peut projeter ce que l'on veut par rapport à la sexualité. Et c'est toujours important de savoir quand on se sent pas bien avec ses pensées, quand on a l'impression d'être anormal, c'est toujours important de se repencher sur son éducation et de se rendre compte que finalement, c'est pas nous-mêmes qui disons que cette image-là, cette pensée, ce désir, il est mauvais. C'est toujours, enfin souvent en tout cas, l'éducation d'où on vient et la culture à laquelle on appartient. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est imaginer, lâchez la bride à votre imagination, écrivez, dansez, peignez, faites des spectacles à partir de vos fantasmes, à partir de qui vous êtes. On est sur le terrain de la création et sur le terrain de la projection, donc il y a rien qui va contraindre, détruire l'autre et l'empêcher d'être lui-même tant qu'on est dans cet espace-là. Donc, c'est vraiment important parce que sinon, on va museler sa capacité créative et Ouais. puis on va la ramener à quelque chose de normé, de convenable. Et il faut bien se dire que la norme au niveau de la sexualité, c'est une norme hétérosexuelle principalement, c'est une norme bourgeoise, c'est une norme qui s'appuie sur un certain nombre de critères que l'on connaît bien, et c'est important de secouer ça. Et l'une des premières choses pour secouer cet édifice, c'est notre capacité imaginative, et c'est la manière de la mettre en scène, de la mettre en jeu. Donc, n'ayez pas peur de vos pensées, n'ayez pas peur de vos idées. Au contraire, servez-vous de cette puissance-là pour sublimer tout ça dans des actes qui sont des actes créatifs et artistiques, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou sur d'autres supports. Donc, mot d'ordre, créons et exprimons-nous. Voilà. Exactement, exactement. Est-ce que tu as des... Quels sont tes projets actuels? Est-ce que tu as de l'actualité que tu souhaites nous partager? Ben, actuellement, j'ai un livre qui s'appelle L'orgasme thérapeutique, qui est sorti début mars et qui a fait un petit, un petit buzz pendant le confinement, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont pris en selfie avec le livre. Donc, le livre fonctionne bien et ça continue à bien fonctionner. C'est un livre auquel je suis attaché dans la mesure où j'essaye de présenter une dimension de l'orgasme qui soit la plus ouverte possible et Mhm. d'affirmer l'idée que l'orgasme peut nous soigner. Alors, je ne dis pas que ça soigne le cancer, la sclérose en plaques ou des choses comme ça, mais ça nous fait fondamentalement du bien et que c'est un espace de liberté
Ça, c'est mon actualité présente. Et également, je suis en train de préparer la sortie de mon prochain livre qui va sortir en février 2021. C'est pas tout de suite. Et là, je vais écrire un livre sur le rapport entre la sexualité et la spiritualité, dans le sens voilà, d'une sexualité sacrée. Et là, je serai en plein dans les critères de sublimation de la sexualité, donc en plein dans notre sujet d'aujourd'hui. Mais ça sera février 2021. Bon, et où est-ce qu'on peut retrouver tous tes livres? Le mieux, c'est ma page Facebook, qui est une page professionnelle qui s'appelle Alain Héril Pro. Plus que mon site qui est pas réactualisé, qui va l'être, mais pas tout de suite. Et puis sinon, si on tape mon nom sur Internet, je suis assez bien visible. référencé. Oui, je suis bien référencé. J'essaye de l'être en tout cas, donc on peut retrouver sans problème mes publications et puis voilà un certain nombre d'autres choses également. Merci Alain pour cette interview qui, je pense, aideront les plus curieux à mieux comprendre ce qu'est la sublimation et ce qu'ils en font. Quelle conclusion voudrais-tu offrir à ce podcast? Veux-tu rajouter quelque chose peut-être? Ce que je voudrais rajouter, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est important de rêver, c'est important d'avoir une utopie personnelle et des utopies collectives, et c'est important aussi de chercher à les inscrire dans la réalité, quel que soit le moyen que l'on trouve pour le faire. Donc, être actif, être présent, être vivant et j'aurais tendance à dire, il ne faut pas hésiter à occuper le terrain le plus souvent possible. Oui. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux @AlainHéril sur Instagram et @AlainHérilPro sur Facebook, ou bien même sur ton site internet www.alainhéril.com, et je mettrai tout en description évidemment. La sublimation est en quelque sorte une danse en pleine mutation entre soi et l'objet métaphorique pour une poésie de vie sublimée. Merci encore Alain, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. À très bientôt.